Bon, alors d'habitude, je rentre dans les épisodes de manière un peu directe, plus ou moins, mais là, je vais m'autoriser exceptionnellement un petit crochet, parce qu'en fait, c'est le premier épisode à ce nouveau format que j'ai appelé Ravito, et je me suis dit que c'était quand même bien que je prenne 1 ou 2 minutes simplement pour vous présenter l'idée. En fait, le format Ravito, qui va être un format récurrent, 1 à 2 fois par mois, je pense, le but, c'est de traiter des sujets, soit d'actualité, soit des sujets scientifiques que je ne peux pas traiter dans des Scientific Day. En fait, quand je fais un Scientific Day, généralement, c'est ce que j'appelle des formats longs. C'est-à-dire que je récupère la littérature et j'essaye de vous proposer des formats qui vont durer 1 demi-heure, 40 minutes, voire plus, avec un invité ou pas. Souvent avec un invité, mais parfois seul. Mais en tout cas, c'est des formats longs. C'est quand il y a beaucoup de matière et qu'il y a des choses à discuter dans la littérature. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte que j'étais un peu frustré parce qu'il y a des thématiques que je voulais aborder, que des fois j'abordais uniquement sur les réseaux sociaux comme Instagram. D'ailleurs, vous pouvez rejoindre Instagram de Courir Mieux. Par exemple, juste à travers un réel qui contraint à 30 à 1 minute de contenu très condensé et qu'on peut pas vraiment discuter, alors qu'en fait il y a quand même un petit peu de matière à discuter. Et du coup les formats Ravito, ils vont venir combler ce manque, en tout cas un manque que moi je ressentais dans les épisodes que je vous propose. Ce sera des épisodes qui seront relativement courts, je vais peut-être même me mettre un chronomètre pour essayer de ne pas dépasser les 7, 8, grand maximum 10 minutes quand j'aurai plein de choses à raconter. Et le but, ce sera d'y aborder des thématiques scientifiques, pourquoi pas des fois de l'actualité, pourquoi pas des commentaires ou des réactions à des épisodes que j'ai eus qui m'ont fait réfléchir et sur lesquels j'aimerais revenir. Bref, un format un peu hybride. Et j'aime bien ce nom de Ravito, puisque ce sera pour moi exactement ça le but. Comme sur un Ravito, ça durera pas longtemps, on arrive, on prend un peu d'informations et on repart. Et j'espère vraiment que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo, de l'épisode ou sur les réseaux sociaux par exemple en m'écrivant un message. C'est largement suffisant comme introduction et je vous propose de commencer dès maintenant ce premier épisode du Ravito où on va reparler un petit peu du biais du survivant. Mais en fait, pas que. Parce que je vais aussi essayer de vous aider à comprendre pourquoi est-ce que les études scientifiques, c'est une bonne source d'information pour construire vos entraînements à vous. Le chronomètre est lancé. Alors, il y a quelques temps, je vous ai réalisé cet épisode sur la musculation, la force maximale, la pliométrie en trail, où j'ai reçu Lilian Lacourpaille. C'était la partie 3. Et il y a une des phrases dans l'épisode que Lilian a dit, qui a marqué certains esprits, en tout cas que moi j'ai trouvé intéressant, c'est celle de dire que pour un trailer ou une traileuse, ce serait bien de pouvoir soulever au minimum 1,5 fois son poids de corps. En tout cas, ce serait un espèce de minimum. Au-delà duquel, peut-être c'est pas intéressant de travailler autant la force max et en dessous duquel il y a vraiment des bénéfices intéressants. Tout ça, c'était évidemment basé sur des études, par exemple la méta-analyse de Lanos, Lagos et Hall en 2024. Et d'ailleurs, il y a même une étude là dont je vous parlerai certainement dans un format Ravito à venir qui montrait là récemment que le travail de force maximale et de pliométrie, il améliore même la durabilité, qui est un concept clé que j'aborderai dans des Scientific Day plus tard, pour des personnes qui font de la longue distance. Donc bref, il y a quand même des sources à ce que racontait Lilian. Et sur ce que j'ai partagé sur les réseaux sociaux, j'ai reçu 2 commentaires qui étaient, je trouve, pas très malins. Alors, des commentaires pas malins, j'en reçois tout le temps, ça c'est pas ceux qui me choquent, mais ceux-là, ils m'ont choqué par à quel point est-ce qu'ils passaient à côté de 3 ou 4 éléments de réflexion qui sont quand même cruciaux à avoir quand on parle d'entraînement et qu'on veut calibrer son entraînement à nous ou choisir des entraînements plutôt que d'autres. Donc je vous les lis. Le premier commentaire, ça disait il faut en parler à Kylian Jornet, le pauvre, il a jamais fait de squat ni de renfo. Donc si Kylian Jornet a jamais fait de squat ou de renfo, c'est pas utile d'en faire. Le deuxième, il disait Axel, qu'elle arrête le kilomètre vertical et pire encore le ski alpi qui nécessite encore plus de force, qu'elle rende ses 39 trophées de Coupe du Monde cette usurpatrice. Les personnes qui ont partagé ces commentaires, c'est pas ça qui nous intéresse ici. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le fond, c'est la pensée. Déjà, ça me surprend parce qu'un des 2 commentaires, il est fait par un entraîneur qui est quand même réputé et je suis surpris de voir une telle erreur de raisonnement chez un entraîneur aussi connu. Pour moi, en fait, il y a 4 raisons qui font que ce genre de commentaire, ce genre de raisonnement, il faut absolument pas l'avoir quand on réfléchit à son entraînement à soi. Alors, je vais passer sur le fait, on va mettre de côté le fait que déjà l'épisode, il parlait de trail et d'ultra trail et absolument pas de kilomètre vertical ou de skimo. De ski alpin, je veux dire, dans l'épisode avec Lilian, on n'a jamais parlé de ce qu'il fallait faire pour le ski alpin. En plus, je serais très mal placé pour le dire puisque je pratique pas, j'entraîne pas. Donc vraiment, le spectre que je voulais couvrir, il concernait le trail et l'ultra, surtout avec des niveaux de fatigue qui sont extrêmement élevés. On en parlait d'ailleurs avec JB dans les épisodes sur la force max, de l'intérêt de la force maximale, par exemple, pour les descentes et la très longue distance. Mais bref, je passe là-dessus, c'est pas une des raisons qui m'intéresse dans cet épisode. La première raison que je voudrais que vous ayez en tête quand vous pensez à ce genre de choses, quand vous pensez à des exemples comme ça, c'est le fait que déjà, on n'en sait pas grand-chose. Alors, c'est mineur, mais moi, je sais pas vous, mais moi, j'en sais rien de ce que fait Kylian Jornet ou Axel Mollaret. On parle d'Axel Mollaret.
J'en sais rien de ce qu'ils font dans leurs entraînements. Alors, ils laissent percevoir des choses sur les réseaux sociaux, on a accès des fois à du Strava, mais franchement, on ne sait pas tout. C'est très assez rare les athlètes qui partagent de manière transparente absolument tout. Donc ça, c'est la première raison qui est mineure. Il y en a 3 qui sont pour moi plus importantes et qui vont vous aider en fait à construire vos entraînements. La deuxième raison, c'est que c'est un biais du survivant. En fait, on utilise la pratique d'un athlète de haut niveau, par exemple là, Kilian Jornet, Axel Mollaret, qui sont manifestement des athlètes de très haut niveau, pour justifier ou là, dans ce cas présent, dénigrer une pratique. Mais quand on fait ça, on ignore en fait 2 choses, voire 3 choses. La première chose qu'on ignore, c'est les athlètes de haut niveau, de même niveau, qui font cette pratique et qui performent. Et ces gens, ils existent. Anne-Lise Rousset, elle fait de la musculation à charge lourde. Elle soulève très probablement 1,5 fois son poids de corps. Et elle performe, on peut pas dire le contraire. Manon Board, elle performe. Elle vient de gagner la Diagonale des Fous. Et elle fait de la force maximale, son Instagram le montre. Théo Détienne ou Hugo Ferrari, je sais pas s'ils font exactement de la force maximale, mais ils font du travail de musculation et de la pliométrie, et ils performent. Donc le biais du survivant, il ignore déjà les personnes qui font la pratique et qui performent également. La deuxième chose qu'ignore le biais du survivant, c'est les évidences qui sont montrées sur la moyenne des gens, c'est-à-dire que c'est des données qu'on ne peut pas ignorer. Quand on reprend des méta-analyses, on a des centaines de participants qui sont collectés, on montre des choses là-dessus, il y a des évidences qui montrent des tailles d'effets en faveur d'une pratique. Et là, dire Kylian ne le fait pas, c'est en fait sortir, c'est un peu presque du cherry picking. On va sortir une évidence qui nous intéresse pour dire regardez, il ne le fait pas, donc ça sert à rien, alors qu'en fait, il y a des preuves sur des centaines de personnes, des centaines de participants dans des protocoles robustes qui montrent que ça fonctionne. Et donc ça, pour moi, c'est ce biais du survivant, c'est un peu une des premières raisons pour lesquelles il faut pas avoir ce genre de raisonnement. Il faut pas se dire Kylian ne le fait pas, donc ça sert à rien de le faire. La troisième raison qui est super importante à garder en tête, c'est qu'en fait, on ne sait pas, ni vous, ni moi, ni les personnes qui posons ce genre de commentaires, on n'a aucune idée de ce qui se passerait si Kilian Jornet le faisait demain. Alors, je sais pas si vous connaissez la métaphore du tube de dentifrice. La métaphore du tube de dentifrice, elle dit qu'un athlète qui s'entraîne, moi, vous, Kilian Jornet, Axel Mollaret, c'est comme un tube de dentifrice. Chez un débutant, on va appuyer n'importe où sur le tube de dentifrice et du dentifrice va sortir. En d'autres termes, la métaphore, chez un débutant, n'importe quel entraînement, un petit peu structuré et pas trop idiot, il va avoir des effets parce que c'est quelqu'un chez qui on n'a jamais appuyé sur certaines zones dans l'entraînement, donc le dentifrice va sortir. Au fur et à mesure qu'on avance dans la pratique, que la personne devient expert, et chez un athlète de haut niveau, on est de plus en plus sur ce qu'on appelle un tube de dentifrice qui va être vide. Il faut appuyer aux bons endroits pour que du dentifrice sorte, parce qu'il y a déjà plein de choses qui ont été faites et sur lesquelles il n'y a plus vraiment de marge de progrès possible. Et quand on est face, pour reprendre les commentaires, à Kilian Jornet ou à Axel Mollaret, en fait, on n'en sait rien de leur tube de dentifrice. La première chose qui est possible avec ces 2 athlètes, c'est que ce soit des tubes de dentifrice quasiment vides en fait. Kilian, Axel, ça se trouve, ils sont tellement proches de leur niveau d'entraînement maximum, avec aucune marge de progrès, que n'importe où qu'on appuierait, il se passerait rien. Le tube, il est vide, il y aura quasiment aucune marge de progrès. D'ailleurs, si on regarde les index de Kilian Jornet depuis des années, c'est quasiment stable, ça bouge quasiment plus, parce qu'en fait, c'est possible qu'il soit déjà extrêmement proche de ses maximums, et donc ça servira à rien de faire de la musculation chez lui, parce que de toute façon, il n'y a plus rien à optimiser quasiment. La deuxième hypothèse qui est crédible, c'est que ce soit un tube de dentifrice, Kilian ou Axel Mollaret, sur lesquels on n'a justement jamais appuyé sur cette zone musculation. Et qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que si demain Kilian faisait de la force maximale et de la pliométrie, on observerait un gain de performance parce qu'il ne l'a jamais fait? Avec la métaphore du tube de dentifrice, c'est possible, c'est crédible. Pareil pour Axel. Donc en fait, on n'en sait rien de ce qui se passerait chez ces personnes s'ils le faisaient. Et il me semble que du coup, faire ce genre de commentaires en disant que par exemple Kilian, il a jamais fait de la force max, donc il faudrait lui dire. Peut-être qu'effectivement, il faudrait lui dire, ou peut-être que en fait, ça marcherait pas du tout pour plein de raisons. Et vous, quand vous écoutez ce genre de recommandations que je peux faire ou que la littérature peut faire, faut vous poser, je pense, la question, est-ce que vous n'êtes pas un tube de dentifrice sur lequel cette zone, qui est pertinente par rapport à la pratique, n'a jamais été titillée, n'a jamais été appuyée? Parce que si c'est le cas, il y a de grandes chances qu'il y ait de grosses marges de progression dans cette zone sur laquelle on pourrait appuyer. Et la dernière raison, qui est pour moi presque une des plus importantes à garder en tête, c'est qu'en fait, les études scientifiques, et moi, et Lilian, quand on partage ce genre de recommandations, on n'a pas pour but de cibler les athlètes de haut niveau, les athlètes hors normes, les extraterrestres comme Kilian Jornet, comme Axel Mollaret, qui sont à des niveaux de performance stratosphériques. Les études scientifiques, elles sont aussi modestes que moi, et elles ne s'intéressent pas à ces personnes-là, mais elles s'intéressent à la moyenne. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra important à garder en tête pour une raison super simple.
Ces personnes-là ne sont pas représentatives de la moyenne. Et ce qui intéresse les études scientifiques, c'est sur une quantité de personnes, sur une population, sur un grand nombre de personnes, on va prendre un échantillon représentatif qui représente cette population et on va voir si en moyenne, il se passe des choses chez ces gens-là. Si, par hasard, Kylian ou Axel Mollaret voudraient participer à une étude, il y a de grandes chances qu'on les exclue parce qu'ils sont hors normes. Leur niveau est tel qu'ils ne sont pas représentatifs de la moyenne. Et la moyenne, par contre, elle est représentative de vous et moi, c'est-à-dire de coureurs qui sont moyens. Je me suis amusé en préparant cet épisode à reprendre la méta-analyse de l'Anos Lagocéal en 2024. Les VO2 max moyennes des participants qui sont recrutés, elles vont entre 40 et 70. 40 et 70 de VO2 max, c'est-à-dire que c'est représentatif plutôt du peloton. Le bas du peloton, le haut du peloton, mais c'est pas représentatif de personnes comme Kylian et Axel qui ont des niveaux, par exemple, de VO2 max qui sont stratosphériques et des vitesses qui sont stratosphériques. Une chose que j'ai oubliée quand je vous ai dit qu'on ne sait pas ce qui se passerait chez ces personnes-là, c'est la possibilité que ces personnes-là, comme Axel et Kylian, avec des prédispositions stratosphériques et donc une absence complète de représentativité de l'échantillon, si on les amenait à pratiquer ce type d'entraînement, en fait, il se passerait des choses catastrophiques parce que c'est des êtres hors normes, ils ont des capacités physiologiques hors normes, ils ont des synchronisations biomécaniques, des façons de réaliser les mouvements qui sont hors normes. Et si on venait changer, par exemple, avec de la force maximale, cette biomécanique bien rodée, ces espèces de prédispositions hors normes qu'ils ont seraient complètement déconstruites, seraient désynchronisées, et là, on enrayerait la machine. Donc, c'est même pas forcément recommandable. Ça, c'est d'ailleurs des questions qui se sont posées il y a des années dans l'athlétisme quand il y a eu un projet pour faire progresser Christophe Lemaître. Il était observé que Christophe Lemaître, il manquait un peu de puissance musculaire, donc il y a eu du travail qui a été fait au niveau musculaire, mais il y avait une équipe qui faisait un suivi biomécanique pour faire en sorte, pour surveiller que sa biomécanique ne change pas. Parce que justement, il a des prédispositions biomécaniques tellement hors normes que s'il les perd à cause d'un entraînement, c'est absolument pas souhaité. Et d'ailleurs, on a déjà vu des athlètes d'extrêmement haut niveau, comme des Kylian, comme des Axel, avec des prédispositions génétiques sur de la force maximale complètement hors normes. Quand on parle des 1,5 fois le poids de corps en possibilité de le soulever, Kylian, il pèse 58 kg, Axel Mollaret, elle en pèse 47, c'est possible que ces deux personnes soient déjà capables de soulever, par leur prédisposition, 1,5 fois ou quasiment 1,5 fois leur poids de corps, de par leur génétique. Donc bref, tout ça pour dire que les études, elles sont pas menées sur elles, et en fait, les études, elles sont, je trouve, ultra intéressantes pour nous, pour les pratiquants moyens. Parce que la première chose que les chercheurs font quand ils mènent une étude sur est-ce qu'un protocole est efficace pour progresser, c'est qu'ils recrutent des individus qui représentent la moyenne des coureurs. Et normalement, la plupart d'entre vous, quand on écoute, par exemple, ce que je partage avec Courir Mieux, on est dans cette espèce de moyenne. Les échantillons qui sont recrutés sont représentatifs de nous. Par exemple, dans la méta-analyse, avec ces VO2 max moyennes entre 40 et 70. Et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve qu'il est beaucoup plus intelligent, il est beaucoup plus malin, en tant que coureur lambda de bas niveau ou lambda de haut niveau, en haut ou en bas du peloton, voire au début des meilleurs, de calibrer nos entraînements sur la littérature scientifique et donc sur des échantillons qui nous représentent, plutôt que de calibrer nos entraînements, de calibrer nos pratiques sur Kylian Jornet, sur Axel Mollaret, qui sont des extraterrestres qui ne nous représentent pas, qui sont stratosphériquement différents de nous. Donc la prochaine fois que vous voulez choisir une méthode d'entraînement, peut-être qu'il vaut mieux se baser sur la littérature scientifique que sur ce que Kylian fait. Et la prochaine fois que vous vous dites qu'une étude scientifique n'est pas valable parce que, par exemple, Kylian ne le fait pas, reprenez cet épisode du début et vous verrez que ce raisonnement, il tient pas la route 2 secondes. Et pour moi, je suis assez surpris de voir ce genre de raisonnement chez des personnes qui ont entraîné au plus haut niveau. Voilà, c'est tout pour cet épisode au format Ravito. J'espère que ce nouveau format de podcast vous a plu. Je remercie les 4 partenaires du podcast Courir Mieux qui rendent ce format et la saison 2 du podcast possible, à savoir Gollum, Suunto, Wise et For Endurance. Les liens vers ces 4 partenaires sont en description avec, quand possible, un code promotion si jamais vous voulez faire l'acquisition de certains matériels que moi j'utilise également. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.